Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances avec nous ce soir. Bonsoir. C'est un hasard. Nous avions programmé cette interview avant les événements que nous avons appris après l'adolescent poignardé à mort mercredi dans le métro. Un deuxième jeune de Saint-Denis a succombé hier aux blessures d'une expédition punitive survenue devant son lycée. C'est important, c'est devant un lycée de la ville de Seine-Saint-Denis qui est sur votre circonscription, donc la ville de Saint-Denis. Et vous me disiez hors antenne que vous arrivez tout juste de Saint-Denis. Oui, j'ai été apporter mes condoléances à sa famille. Écoutez, c'est dramatique, quoi. 17 ans, vous mourrez uniquement parce que vous êtes d'un quartier. A priori, c'est ça. Il y a rien de plus. Donc pour la famille, c'est un anéantissement, une incompréhension. Comment on peut s'acharner comme ça sur un jeune, un coup de batte de baseball, etc., et le tuer. Bon, c'était le même jour en plus que le jeune Sedan. On a appris la mort de Farid, il s'appelle Farid, hein, faut lui donner son prénom. Le jour où on rendait hommage également avec ses parents au jeune Sedan, 14 ans, tué d'un coup de couteau. A priori, très certainement lié aussi à des affrontements entre quartiers. Enfin, bon, je fais attention parce qu'il y a des enquêtes, faut qu'elles aient lieu, donc je suis mesuré, mais l'un dans l'autre, quoi. C'est des jeunes qui sont morts pour rien, oui. Enfin, on meurt jamais, on meurt de toute façon déjà, c'est terrible en soi, mais mourir à 14 ou 17 ans, mais mourir en plus pour rien, c'est terrible. Donc, à cette heure, moi, je ne peux qu'appeler au calme, parce qu'il y a toujours dans ces cas-là une surenchère qui peut se dérouler de vengeance. Parce qu'il y a deux questions. Il y a une première question qui se pose, mais ça, je pense que vous allez me renvoyer vers l'enquête. Mais est-ce que les deux affaires sont liées? Non, vraisemblablement pas. Mais moi, je suis pas enquêteur, donc je veux pas. Mais apparemment, non. Par contre, ce qui est lié, c'est que manifestement, en ce moment, vous avez comme ça. Bon, il y a une espèce d'éruption d'affrontement entre quartiers et puis ça peut très vite monter. Alors je dois dire tout de suite, je veux pas d'amalgame, quoi. J'ai entendu des choses sur la Seine-Saint-Denis, c'est pas l'ensauvagement, c'est pas ce que vous avez dit, hein, je vous rassure, hein, mais je dois le préciser, c'est pas l'ensauvagement généralisé, c'est pas la réserve d'Indiens avec des choses comme ça tous les jours, c'est pas ça, c'est bien d'autres choses. Mais il y a aussi ce genre de violence. On y meurt plus de cette façon-là quand même. Oui, je sais pas. En tout cas, c'est aussi parce que vous avez une population très jeune, plus jeune qu'ailleurs aussi. Il faut le voir. Il y a plein de raisons. C'est le département la pauvreté, non, mais toutes ces questions qui se posent autour de la délinquance. Mais là, on a passé un cap, non, avec des gamins, des ados. Très franchement, des ados qui meurent comme ça devant un lycée, j'insiste. Oui, mais je sais pas comment vous mesurez le cap. Il se trouve que c'est un hasard, mais il se trouve que le week-end d'avant, à Épinay, je faisais des rencontres nationales sur les quartiers populaires et on a travaillé notamment sur la question justement des violences liées au RICS. Moi, j'ai parlé avec une famille qui a eu son enfant de 16 ans tué dans le 11e arrondissement il y a quelques années. Il y a quelqu'un qui fait un boulot formidable qui s'appelle Camara dans le Val d'Oise. Ces choses-là, on en entend parler depuis un certain temps. Les questions de risque entre quartiers, c'est pas nouveau. Hein, non, là, effectivement, il y en a eu au plan de Paris, la banane, voilà. Le montant. Manifestement, il y a au moins deux éléments. La jeunesse, le fait qu'on utilise des armes plus létales, les réseaux sociaux qui exacerbent les choses, qui permettent de se mobiliser plus vite, ça c'est sûr. Et puis derrière ça, je crois aussi s'interroger. Alors à court terme, il faut faire ce qu'a fait le maire de Saint-Denis, appeler au calme. Il y a une présence policière pour au moins essayer de limiter les choses. Il a interdit des rassemblements. Il a aussi demandé aux parents de se responsabiliser d'une certaine manière. Mais ça, c'est ce que font les parents déjà. Juste là, en ce moment, pendant le moment où je vous parle, il y a des choses qui vont se dérouler entre, je précise pas les quartiers, mais entre les mamans des quartiers. Il y a des associations qui travaillent. Il faut pas croire que les gens comme ça, ou les mères, ou les parents ne font rien. C'est pas vrai, ils font. Il y a des choses comme ça tous les jours en Seine-Saint-Denis, parce que sinon. Mais il y a la crainte que ça dégénère, en fait. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours lieu. À moyen terme, justement, il faut des rencontres comme ça, des discussions. Moi, je suis proche d'associations qui travaillent sur ces questions-là et ça va être fait dans les jours à venir. Et puis à long terme, il faut réfléchir. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut remettre des travailleurs sociaux, des éducateurs. Il faut remettre plus de moyens dans l'école. Il faut remettre aussi une chose, on en parle rarement, mais on a un problème de l'encadrement de la santé mentale dans notre pays. Il manque des psys absolument partout dans les écoles qui permettent de prévenir ce qui peut se passer. Donc là-dessus aussi, il faut mettre le paquet. Et puis au-delà de ça, n'oubliez pas que la Seine-Saint-Denis, il y a 2 rapports qui ont été faits. Un rapport Cornu-Gentil il y a quelques années. Stéphane Peu, mon collègue de Saint-Denis, en a refait un autre il y a pas longtemps. C'est un
contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de l'argent comme ça qui vient de l'État dans les départements. C'est pas du tout vrai dans les QPV et autres. Il y a une disparité au niveau des services publics, que ce soit scolaire, que ce soit la justice, que ce soit justement tout ce qui est le travail social, etc., par rapport à d'autres départements. Donc il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet, et la santé, la psychiatrie, vous en avez parlé. On sera avec la mairie de Saint-Denis dans le 19-20 de Julien Benedetto sur France Info dans quelques minutes. L'actualité ce dimanche soir, Éric Coquerel, c'est aussi ces marches contre la loi immigration un peu partout en France à l'appel de plusieurs personnalités, des acteurs politiques, associatifs, syndicaux, des acteurs, des artistes. Vous demandez au président, vous aussi, de ne pas promulguer le texte, même sans attendre le Conseil constitutionnel? Bien sûr. Bah, écoutez, de ce que je comprends, on a un gouvernement assez paradoxal qui a fait passer des articles de loi absolument anti-républicains sur la préférence nationale, remise en question du droit du sol, la déchéance de socialité selon votre origine, etc., etc., et qui compte sur le Conseil constitutionnel pour que ça passe pas. C'est un peu bizarre. Donc, je préférerais que... Il y avait une négociation, les Français l'ont vu, il y avait une négociation avec LR, oui, les Républicains, pour être clair. Voilà. Il y a eu un vote. Il y a eu une négociation avec LR, et comme LR copie sur le Rassemblement national, on se retrouve avec le programme du Rassemblement national dans une loi immigration. Voilà, donc c'est quand même un peu problématique. C'est une loi qui partait mal dès le départ. Pourquoi? Parce que moi, je crois qu'il n'y a pas un problème de l'immigration en France. Je pense qu'il y a un problème de l'accueil d'immigration. C'est-à-dire qu'on gère mal cette question. Contrairement à ce qu'on dit, les chiffres le montrent par rapport à d'autres pays européens, on n'est plus un grand pays d'immigration. C'est pas vrai. Par rapport justement aux récentes venues d'immigrés pour des questions d'asile. C'est important, vous assumez de dire il n'y a pas de problème d'immigration en France. Non, je pense pas. Par exemple, pourquoi y a-t-il autant de travailleurs sans papier à votre avis? Pourquoi? Parce qu'il y a plus que 16% d'immigration légale qui viennent pour le travail. Tout le monde vous dit que c'est trop peu. Tout le monde le sait. Parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Cela dit, d'un point de vue, alors la démocratie, c'est pas les sondages, mais tous les sondages qui ont été faits autour de la loi immigration disaient que les Français étaient pour durcir les règles, y compris en accueillant mieux. Bien sûr, mais quand les Français, en sans arrêt, on leur donne une petite musique, à la fin, vous finissez par penser que c'est la réalité. Mais par exemple, quand il y a des grandes luttes de travailleurs sans papier, j'en ai fait plusieurs, vous remarquerez qu'au bout d'un moment, quand c'est popularisé l'idée que quelqu'un qui travaille dans ce pays, qui enrichit ce pays et qui demande justement à pouvoir payer des cotisations normales, à être régularisé, pour qu'on ne baisse pas le coût du travail en profitant du fait qu'il n'a pas de papier, on s'aperçoit que souvent les gens sont pour. Voilà, 70-75%, j'ai vu des sondages. Donc tout ça peut vite bouger. En tout cas, moi je refuse qu'on utilise l'immigration, parce que c'est ça la question, pour diviser les Français, pour diviser les gens qui travaillent. Ça va aller plus loin, Éric Coquerel. Gabriel Attal l'a confirmé. Il y aura des travaux qui vont reprendre sur l'aide médicale d'État. Vous n'avez cessé de rappeler, comme les idées d'extrême droite sont installées dans le débat politique, l'exécutif, le nouvel exécutif avec ce remaniement, c'est un gouvernement d'extrême droite? Là, en tout cas, qui fait un programme d'extrême droite. Sur ce sujet, je vous dis, c'est la réalité. D'ailleurs, le Rassemblement national, pourquoi vous croyez que le Rassemblement national l'a voté? Il n'a pas voté simplement d'un point de vue tactique, c'est qu'ils sont enchantés qu'on fasse leur programme. Et il y a deux raisons pour lesquelles ils sont enchantés. D'abord parce que c'est leur programme, qu'eux, ils ont depuis longtemps le fond de leur programme est raciste, et ils sont contents que ça soit une loi xénophobe qui se vote. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils se disent après, les gens vont faire ce que vous dites. C'est-à-dire que si on adapte le programme du Rassemblement national, les gens vont se dire, peut-être qu'ils ont raison. Et dans ce cas-là, on va voter pour l'original. Donc je ne sais pas si c'est ce que cherche le gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que M. Macron, il avait appelé à voter pour lui au deuxième tour des présidentielles, des gens comme moi, il a appelé clairement les électeurs de M. Mélenchon pour faire barrage au Rassemblement national. Et finalement, il est en train de faire son programme. Alors je vais vous dire, la prochaine fois, si jamais c'était eux au deuxième tour, ce qui d'ailleurs montre qu'il vaut mieux pas que ça soit eux, il vaut mieux que ça soit notre gauche qui soit en face, il y a plus de chances de battre, mais ils ne pourront plus faire barrage. Vous ne pouvez pas faire barrage quand vous adoptez le programme du Rassemblement national sur l'immigration, puis par ailleurs, vous reculez l'âge de la retraite de 4 ans, vous attaquez les chômeurs, vous faites des cadeaux fiscaux toujours aux plus riches, et à un moment donné, ça ne marchera pas. De 2 ans, pardon. De 2 ans, oui. Je vous reprends là-dessus. On a aussi reproché au président de tenir un discours réac. Alors réac, c'est pas d'extrême droite, hein. Il y a quand même des nuances, c'est peut-être ça qui peut vous être reproché aussi, de faire un grand signe égal entre toutes ces valeurs-là. Après sa conférence de presse, la Marseillaise, l'uniforme, le SNU, ça a l'air de plaire, ça, en tout cas aussi. Même l'uniforme dans les sondages qui ont été faits. Vous croyez que ça plaît? Je sais pas. Moi, j'ai vu que ça n'a pas été très très suivi. Je sais pas si ça plaît. Je sais pas si ça plaît ou si c'est ce qu'on a envie de mettre dans la tête des gens à coup d'émissions là-dessus. Moi, ce que je crois surtout, c'est que je vais vous dire. Monsieur Macron, il a parlé, il a fait en sorte qu'il y ait un sujet mis sur la table dont on discute, qui soit l'uniforme pour 100 lycées seulement, d'accord? Bon, et à côté de ça, il parle pas du logement. Et moi, je vous fiche mon billet une chose, c'est que les gens qui nous écoutent en ce moment,
leur problème n'est pas l'uniforme à l'école. Leur problème à l'école, éventuellement, c'est effectivement le problème de manque d'enseignants, le problème de trop d'enfants par classe, etc. Il y a aussi, la question du harcèlement, c'est une question. On a parlé, j'ai entendu beaucoup gommer les inégalités sociales. Tout à fait. Mais alors la question du harcèlement, c'est de mettre suffisamment de CPE, vous savez, les anciens surveillants généraux de mon époque, dans les lycées, des auxiliaires aussi de vie scolaire, dans les lycées, il n'y en a pas assez. C'est de faire aussi en sorte, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de santé mentale, mais c'est tout ce qui manque au niveau de la santé dans les lycées, dans les collèges, psy, infirmiers, etc. C'est ça qu'on doit faire. Et c'est pas, franchement, les gens sont pas devant les portes des collèges en disant on veut des uniformes. Par contre, il a pas parlé d'autres sujets, par exemple le logement. Ça, je peux vous assurer que ça c'est un problème fondamental. C'est le problème numéro 1 qui remonte dans ma circonscription. Soit parce que les gens sont trop mal logés, soit parce qu'ils peuvent plus se loger parce que c'est trop cher, etc., etc. Ça, c'est des problèmes importants. Et le chef de l'État, en réalité, préfère mettre sur la table des questions qui, comme ça, sont à mon avis des sujets annexes et qui, en plus, c'est ça qui me pose problème. Moi, je veux bien qu'on parle de civisme, qu'on parle de Marseillaise. Je fais remarquer qu'elle est déjà c'est déjà obligatoire de l'enseigner à l'école. Donc là, il est juste en train de recycler quelque chose qui existe depuis 1986, qui a été renouvelé en 2005. Mais il faudrait au nom de quel projet on fait ça? Au nom de quel projet on demande du civisme aux gens? Moi, je pense qu'il y a qu'une chose qui vaille, la République, notre devise, liberté, égalité, fraternité. C'est pas le monde que M. Macron nous projette, dans lequel il nous propose de nous projeter, où l'idée, ça serait toujours de travailler plus pour gagner plus, en laissant penser que le travail que vous produisez maintenant n'est pas suffisant pour gagner votre vie. C'est pas le monde de la concurrence, c'est pas le monde de l'individualisation, qui a aussi peut-être un rapport avec ce qui se passe justement, par exemple, pour les jeunes de mes quartiers. C'est un projet républicain et de ce point de vue-là, je n'entends pas le chef de l'État parler de devise et de l'égalité, de la fraternité. Moi, c'est ça que j'aimerais entendre. Et là, à partir de là, on pourra parler de civisme. Amélie Oudéa-Castéra, toujours dans la tourmente, mais confortée par le président de la République. Est-ce qu'elle peut rester ministre de l'Éducation nationale? Je crois pas. Je crois que là, ça s'accumule. Alors, c'est pas le fait que seulement qu'elle ait mis son enfant dans le privé, c'est le fait qu'elle l'ait mis manifestement pour faire ce que font pas mal de gens de sa classe sociale, c'est-à-dire un véritable séparatisme social. Vous utilisez les écoles privées là-dessus, mais c'est en plus surtout qu'elle ait attaqué l'école publique. C'est-à-dire justifier l'idée que c'est parce qu'il y aurait trop de profs absents. Donc ça, vous pouvez pas le faire en tant que ministre de l'Éducation nationale, qui est avant tout le ministre quand même de l'Éducation, l'école publique, qui est quand même majoritaire en ce pays. Donc je pense qu'elle est très très discréditée. Bon, j'ai vu en plus qu'il y avait des histoires de Parcoursup. Elle est discréditée auprès des enseignants, auprès des parents. C'est pas anodin l'histoire de Parcoursup, mais non, c'est pas anodin. Mais ça s'accumule, vous constaterez avec moi. Donc, moi, je crois que moi, j'ai rien contre cette ministre. Je pense que, par exemple, elle faisait le job en tant que ministre des Sports. Elle ferait mieux, je pense, dans le prochain gouvernement, on ferait mieux de faire en sorte qu'elle reste sur ce ministère et que l'éducation nationale passe à un autre ministre. Mais après, c'est pour quelle politique? Voilà, il faut une politique qui permette, je l'ai dit tout à l'heure, de baisser le nombre d'élèves dans les classes, qui permette de mieux payer les enseignants. Je ne m'appuierai pas sur le cas d'Amélie Oudéa-Castéra, puisque clairement, pour ce qui est de l'école littrée, il semble que ce ne soit pas forcément vrai ce qu'a dit la ministre. Cela dit, les absences non remplacées d'enseignants, ça c'est une réalité. Oui, mais je trouve que c'était pas vrai. Alors oui, dans son cas, laissons son cas de côté. Et d'ailleurs, c'est une chose dont soufflent les parents et les enseignants eux-mêmes. Je veux dire, qui est dit depuis longtemps. Nous, on est pour un corps. On a proposé qu'il y ait un corps d'enseignants remplaçants qui existe. Mais manifestement, c'était pas le cas du lycée, de l'école. Manifestement, c'était pas le cas. Donc elle a menti. Voilà. Donc à partir de là, c'est quand même compliqué. Bon, moi, j'ai pas envie je fais pas du tout la guerre. J'ai de nombreux contacts avec elle parce que ma circonscription est au cœur des Jeux Olympiques. Donc je vous ai dit, je trouvais qu'elle tenait plutôt bien. Après, en faisant une politique qui était la sienne, je suis pas forcément d'accord, mais elle faisait plus ou moins plutôt bien le job. Mais là, au niveau de l'éducation nationale, je vois pas très bien comment elle continue. Mais manifestement, j'ai surtout l'impression d'une chose, c'est qu'elle a été nommée pour que l'éducation nationale, ça soit toujours piloté par Matignon et derrière ça par l'Élysée. Voilà, tout remonte là-dessus. Donc peut-être que ça ne leur coûtera pas grand-chose. La CGT disait hier soir que c'est presque Brigitte Macron, la ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si c'est Brigitte Macron, mais en tout cas, il y a le ministre de tous et manifestement, on le sait depuis la conférence de presse il y a quelques jours, c'est Emmanuel Macron, ce qui est un problème démocratique d'ailleurs, parce que pour moi, le gouvernement est responsable de la politique devant la nation et que le chef de l'État nous fasse le super Premier ministre, le super ministre de tout cette semaine et qu'on n'ait même pas de vote de confiance bientôt le 30 janvier à l'Assemblée, c'est un vrai problème démocratique qui se rajoute au problème social
que nous connaissons en ce pays. Mais est-ce que vous avez sincèrement pensé qu'il y aurait pu avoir un vote de confiance à un moment? Il n'y a pas de majorité absolue. Et alors donc, quand on n'est pas sûr d'avoir un vote de confiance, on le demande pas. Moi, je pense que la Constitution, il y a des débats entre constitutionnalistes. L'article de la Constitution dit que le gouvernement doit engager. Théoriquement, je ne vois pas comment il le fait sans vote. On a pris cette habitude depuis un certain nombre de temps. Et puis là, c'est renforcé par ce gouvernement qui estime parce qu'il n'a pas de majorité. Mais s'il n'a pas de majorité, c'est un problème. On peut pas continuer à gouverner avec 23-49-3. On vote pas le budget. S'il n'a pas de majorité, que le gouvernement, il n'arrive pas à trouver un gouvernement, il faut quoi, dissoudre? Ah bah éventuellement oui, mais ça c'est à lui d'en tirer les conclusions. Mais avant tout, il pourrait peut-être essayer, parlons du budget, il pourrait peut-être essayer de trouver des vrais compromis. Il y a plusieurs oppositions. Enfin, en tout cas, il pourrait essayer de penser qu'il ne peut pas passer en force comme ça contre une assemblée. Prenons la loi retraite. Enfin, rendez-vous compte que la loi retraite était minoritaire dans le pays, minoritaire dans les syndicats, minoritaire à l'Assemblée, et on la passe quand même. C'est pas possible. Il y a pas une démocratie moderne ne peut pas fonctionner comme ça, sur une espèce de brutalité, de régime de plus en plus autoritaire. Et ça renvoie peut-être quelque part à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que ce gouvernement emprunter à l'extrême droite de quoi faire une loi sur l'immigration, mais finalement c'est aussi les dérives autoritaires qu'on constate dans pas mal de gouvernements néolibéraux en Europe, où on est de plus en plus autoritaire pour faire passer une politique injuste, et ça m'inquiète. Il y a plusieurs questions sociales qui sont au programme de ce début d'année. On peut parler du tarif de l'électricité. Il y a aussi des négociations qui vont se faire sur un SMIC par branche, ou alors l'idée encore de durcir les règles de l'assurance chômage. D'abord, en tant que président de la commission des finances, est-ce que vous en savez plus sur ce qui va se faire? Et est-ce que vous voyez une envie de se passer de l'Assemblée nationale, de gouverner par des décisions, des négociations d'un côté, des décrets de l'autre? Moi, mon point de vue, c'est que M. Attal a été nommé pour essayer d'avoir un accord avec les Républicains, je pense. C'est-à-dire dans le prolongement de la loi sur l'immigration, et je pense que c'est pour ça que Mme Dati s'est retrouvée à son ministère. Vous croyez que les Républicains que des Républicains vont se ranger derrière? Je dis pas qu'ils vont le faire, je dis que c'est ça leur objectif. Je pense que leur objectif, c'est d'essayer, parce que on voit bien que le macronisme vire toujours plus à droite, d'essayer de trouver une majorité ou au moins des accords suffisants pour arriver à gouverner. Voilà, c'est ce que je pense. Et donc, ils vont faire une politique toujours plus à droite. Vous avez parlé de l'AME tout à l'heure. Bon, ça va être des signaux envoyés, je le crains malheureusement. Et puis, il y a la politique sociale qui s'avance. Et la politique sociale, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, les mauvais coups, c'est pour le monde du travail. Et les cadeaux, c'est pour le capital. Voilà, c'est ça. Si je résume, ça va peut-être vous sembler binaire ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Le capital, on lui a fait des cadeaux tels qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les 42 milliardaires de ce pays, d'après Oxfam, ont gagné 230 milliards de plus depuis 2017, que ce soit à travers les impôts, leurs revenus, les cadeaux fiscaux sur le capital, oui, mais et le travail. À l'inverse, on veut continuer à parler des tarifs de l'électricité. Si aujourd'hui ils doivent remonter, c'est parce qu'on a beaucoup aidé justement sur les tarifs. Il y a eu le bouclier énergétique, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Beaucoup aidé. Ce que je constate, c'est que le pouvoir d'achat des Français l'an dernier, il a continué à baisser, que les prix de l'alimentaire ont augmenté. Le Parisien explique que les prix de l'alimentaire ont augmenté de 20%, le panier alimentaire 20% en 24 mois. Les prix de l'énergie ont augmenté, et en plus de ça, les prix de l'alimentaire, ils ont augmenté non pas à cause des problématiques internationales sur la question de l'énergie, mais pour les marges des entreprises de l'agroalimentaire, c'est-à-dire toujours pour des bénéfices. Donc non, moi je trouve pas que le gouvernement ait tant fait que ça, et surtout la question qui se pose au-delà, c'est comment on partage la valeur ajoutée, comment on partage les richesses de ce pays. Avec M. Macron, depuis quelques années, on est arrivé à un système où ça va de plus en plus vers le capital, en espérant que ça va ruisseler, ça fonctionne pas. Donc moi, je dis qu'il est temps que ça parte vers tous ceux qui produisent des richesses. Donc par exemple, il faut indexer les salaires sur l'inflation. Il faut faire en sorte de mener des politiques qui, au lieu de prendre aux chômeurs toujours plus, c'est ce qu'ils veulent encore faire, au lieu d'imaginer, parce que c'est apparemment dans leur carton, un SMIC qui serait par branche et puis au niveau national, on a une grande politique de revalorisation des salaires, et que le gouvernement aille là-dessus. C'est pas malheureusement ce qu'il s'apprête à faire. Je vais vous parler des européennes. Il nous reste peu de temps. Éric Coquerel, José Bové appelle les Verts à se rallier à Glucksmann. Vous êtes hors jeu chez LFI? Non, je crois pas. J'ai l'impression qu'avec Glucksmann, je sais pas pourquoi, mais
on nous fait un peu le même coup à gauche qu'on nous a fait à un moment donné avec Hollande et après avec Macron. C'est-à-dire que le système choisit un candidat qui lui va bien au final. Et d'ailleurs, il y a des gens du système qui le disent. Il y a Alain Minc qui a l'honnêteté de dire moi, je suis pour les gouvernements de droite actuels, mais je suis pour M. Glucksmann parce que ça permettra que M. Mélenchon soit pas au deuxième tour. Donc, moi, c'est signé. Voilà. Donc, non, je ne crois pas qu'on soit hors jeu. Il faut attendre les élections. Vous croyez que Glucksmann est là pour empêcher les filles de prospérer ? Je pense que M. Glucksmann est là pour faire en sorte que ce que nous avons fait en 2022, derrière LFI, c'est-à-dire faire en sorte que la gauche se rassemble sur un programme de rupture qui est le seul qui peut lui permettre de gagner, eh bien, on repart sur les années Hollande. C'est ce que je pense. Il y a une gauche d'accommodement qui nous a donné M. Macron, et ça, je le veux pas pour la gauche, mais surtout pour mon pays. Mais José Bové, on va pas l'accuser d'être... Écoutez, vous n'avez peut-être pas suivi l'évolution de José Bové depuis quelques années, qui n'est plus celui qui allait casser un McDonald's, et avec qui d'ailleurs j'ai fait des campagnes par le passé. Donc là-dessus, c'est pas vrai, franchement. Il a changé. Mais là, vous avez, enfin, en tout cas, il y a clairement 3 listes à gauche. Malheureusement, nous on est toujours pour qu'il n'y ait qu'une liste. Hein. On fera remarquer parce que on pense que comme ça, les gens auraient peut-être un autre choix que celui qu'on veut leur vendre, c'est-à-dire entre M. Bardella et je ne sais qui. Juste un petit mot quand même sur les agriculteurs, moi on n'avait pas parlé, je le dis juste. La première revendication, c'est qu'ils veulent vivre de leur travail, comme les salariés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait urgent, nous on l'a proposé dans une proposition de loi, de faire des prix planchers, des prix rémunérateurs, parce que vous ne pouvez pas perdre 10% sur les prix agricoles quand d'un autre côté l'agroalimentaire fait autant de bénéfices et que les prix de l'agroalimentaire augmentent de 20%. Donc il faut mettre en place cette mesure. Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, en l'occurrence, et on va reparler de ce qui se passe à Saint-Denis et dans le